Nous sommes aujourd'hui à la Maison de la Culture du Japon qui va présenter mi-octobre un événement consacré aux 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et notamment de la bombe atomique à Nagasaki le 9 août 1945. Oui. Et dans le cadre de cet événement va être présenté un film, Le facteur de Nagasaki, que vous avez, on peut dire, co-réalisé d'une certaine manière avec Mika Kawase. Ce film, c'est plein de choses à la fois, mais on va dire au départ, c'est l'histoire de Sumiteru Taniguchi, un survivant de l'explosion atomique de Nagasaki. Il avait alors, il était adolescent, 15 ou 16 ans, je crois. Je ne sais pas si vous connaissez cette formule assez célèbre de Paul Celan, poète allemand qui avait fui le nazisme, qui dit, c'est le dernier vers d'un de ses poèmes, et il parle naturellement plutôt des camps de la mort dans cette phrase, « Nul ne témoigne pour le témoin ». Alors évidemment, le contexte n'est pas exactement le même, mais on pourrait dire la même chose de ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Sumiteru Taniguchi a été un des survivants de cette explosion et son témoignage a été connu dans le monde entier grâce au livre qu'a fait avec lui votre père, Peter Townsend, qui est paru, dont la première édition, je crois, est parue en 1984, tout à fait. Sous le titre d'ailleurs en français « L'enfant de Nagasaki ». Absolument, chez Jean-Claude Lattès. Et qui a été réédité il y a peu sous ce titre qui était d'ailleurs celui en anglais, The Postman of Nagasaki, le facteur de Nagasaki. Comment, je crois, quand votre père a écrit ce livre, vous étiez encore très jeune. Je ne sais pas si votre père, à l'époque, vous en a beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez raconter comment cette histoire, celle de Taniguchi, celle de votre père, vous a rattrapé au point d'en faire un film? C'est assez long, mais je vais... Écoutez, ce livre m'a déjà... est entré dans ma vie en 1984, donc à sa sortie. Et j'étais en effet une très jeune fille, assez insouciante, pas particulièrement, et je dois l'admettre, intéressée par les livres d'histoire que mon père écrivait à l'époque. Mais c'était la couverture de ce livre qui m'avait attirée, et le mot « enfant ». Parce que c'est, en fait, mon travail avec l'enfance est devenu un peu mon cheval de Troie, enfin, si je puis dire, pour ma vie entière. Et donc, déjà jeune, j'étais intriguée par l'histoire de cet enfant de Nagasaki, qui était donc le titre du livre édité par Jean-Claude Lattès et sorti donc, sous sa version française en 1984. Et donc, en fait, ce livre, je l'ai dévoré. Je l'ai lu un peu comme un roman parce que ça me paraissait surréaliste de survivre à un tel cataclysme. Et j'ai été évidemment... je me suis passionnée par la première partie du livre, qui est la partie la plus historique, dans laquelle mon père vraiment pose... en fait, l'événement dans son contexte historique, du côté des Américains et du côté des Japonais. J'ai évidemment été très, très, très émue par l'histoire de survie de ce jeune facteur de 16 ans qui livrait son courrier au moment où la bombe atomique est tombée le 9 août 1945 à 11h02 à Nagasaki. Et c'est en fait cette Sumiteru Taniguchi en fait avait un instinct de survie parce qu'il a grandi dans les collines. Il était espiègle, il était rapide, il était athlétique et il avait ce mental extraordinaire qui lui a permis de survivre. Mon père, dans les 10 dernières années de sa vie, s'est
en fait, a souhaité ardemment soutenir la cause des enfants et civils victimes de guerre. C'était quelque chose d'important pour lui et il a écrit 3 livres sur ce thème, qui sont la guerre aux enfants. En fait, la guerre aux enfants était le premier. Et c'est à l'occasion des recherches qu'il a faites pour la guerre aux enfants qu'il s'est rendu à Hiroshima et Nagasaki. Et c'était en 1978, et c'est lors de 2 interviews d'Iba Kusha, donc de survivants de la bombe atomique, qui étaient enfants, comme Sumiteru Taniguchi, enfin jeunes, adolescents ou enfants, le 9 août 1945, qu'il a... il a décidé qu'il devait absolument écrire un livre sur ce sujet. Et il n'avait pas encore rencontré Sumiteru Taniguchi. Mais quand il a rencontré, et ce n'est pas très clair encore, on ne sait pas encore très bien exactement comment il a rencontré Sumiteru Taniguchi. Moi, je pense que c'est par une interprète, et pardonnez-moi, j'oublie son nom, une interprète qui travaillait à la mairie de Nagasaki à l'époque, en 1978. Et en fait, ces 2 hommes se sont trouvés. Ils se sont rencontrés et en tant que survivants, évidemment dans des circonstances très différentes, et papa a su que c'était le héros de son livre, que c'était le facteur de Nagasaki. Alors c'était un héros, mais je pense qu'il y a eu entre eux, on pourrait dire, une véritable histoire d'amitié. Oui. Lorsque vous allez à Nagasaki, que vous retournez sur ces traces, que vous rencontrez, hélas, Taniguchi n'est plus vivant lorsque vous y allez, mais certains de ses proches qui l'ont connu, il y a les visages tout de suite, c'est clair, on sent que cette amitié, elle est là encore, elle comme une... Elle est très vivante encore, et je pense que ce que mon père admirait en Sumiteru-san, c'est le fait qu'en fait, il ne s'est jamais vu comme un martyr, parce qu'il a eu une vie, enfin, ça a été un calvaire, un véritable calvaire. C'était presque, pas une malchance évidemment de survivre, mais de survivre à quelque chose comme une bombe atomique, et je crois qu'il faut un courage, et entre parenthèses, je suis en admiration devant tous les Iba Kusha, que ce soit de Nagasaki ou de Hiroshima. Il y a une séquence très forte dans le film où ce sont ces enfants, enfin je ne sais plus si c'est ces enfants qui racontent, mais en tout cas il va à la plage avec eux, et lorsqu'il enlève sa chemise, ces enfants sont effrayés à tel point qu'ils ne veulent pas le voir. Et là c'est la première explication avec eux sur ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Et on revient à l'enfance en fait, et au fait que c'est quelque chose qui est important pour mon père, et c'est dommage parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé en fait. Voilà, papa est parti trop vite, et il y a beaucoup de choses dont on n'a jamais parlé, ni de ce livre d'ailleurs, ce qui est étonnant. Mais l'enfance, et je suis d'accord avec lui, l'enfant est sacré. Je veux dire, on se doit de préserver son innocence, et c'est bien l'innocence des enfants qui était quelque chose qui révoltait papa, parce qu'elle était utilisée dans les guerres. Non seulement ils en étaient victimes, mais aussi ces enfants étaient manipulés pour travailler dans des gangs, pour porter des armes, sans vraiment savoir ce en quoi ils s'engageaient. Donc c'était vraiment une cause importante pour mon père. Et donc voilà, le facteur était un de ses ouvrages. Alors vous l'avez dit, vous connaissiez évidemment le livre, l'existence du livre. En même temps, vous n'en avez jamais parlé plus que ça avec votre père. Et là, si j'ai bien compris, c'est un appel téléphonique de Taniguchi. Tout à fait. Un email en japonais. Un email. Je dis un email. Je ne reçois pas souvent des emails en japonais. En 2016. Et quand j'ai vu le facteur de Nagasaki, enfin The Postman of Nagasaki, j'ai tout de suite... ça a réveillé. Là, ça a réveillé. Je me dis, mais c'est ce livre extraordinaire qui a eu un tel impact sur moi, enfin, qui est
qui est un livre important pour Et moi. que vous demandez Taniguchi dans cet email? Tout simplement si le livre pouvait être réédité en japonais. Alors moi je me suis empressée de parler à toute la famille en disant est-ce que voilà, je crois que c'est important quand même de leur donner les droits et allons-y. Et j'ai commencé à travailler avec l'éditeur Yoshihiro Saito, donc de Super Édition à Tokyo, sur la réédition de la version japonaise du livre, hein, qui est absolument magnifique, et un an plus tard de la version anglaise du livre. Voilà. Alors ça c'est un déclic, mais ce n'est pas le seul qui fait qu'il y a un film aujourd'hui. Intervient, si là aussi j'ai bien compris, la réalisatrice Mika Kawase, qui commence finalement à tourner alors qu'elle vient vous voir chez vous sans même que la décision de faire un film ait été prise. Et voilà, en fait, Mika Kawase passait, en fait, elle venait, elle devait se rendre à Londres, elle passait par Paris. Elle m'a dit, si on prenait un café, et je l'ai invitée à venir directement chez nous, parce que je savais qu'évidemment c'était quelque chose qui l'intéressait. Elle était proche de la famille Taniguchi, donc elle s'est rendue, elle est venue chez nous dans les Yvelines, et je l'ai invitée dans le bureau de mon père à voir. Je dis voilà, c'est là que mon père a écrit Le Facteur de Nagasaki, et elle a sorti son tripod, et nous avons commencé à tourner sur le champ, sans scénario, voilà, et aussi un petit message pour Monsieur Taniguchi, pour Taniguchi-san, ce qui me fait très plaisir parce que c'était un petit message qui était important pour moi de lui dire, car je n'ai malheureusement pas eu la joie de le revoir, en fait. C'est ça, parce qu'il est décédé environ un an après cet échange et avant que vous ne preniez la décision d'aller à Nagasaki. En fait, je savais que je voulais aller à Nagasaki, mais j'ai peut-être un peu trop tardé à prendre mon... Enfin, voilà, la pré-production a pris un peu de temps. Il savait que c'était en préparation, il savait que le livre allait être édité en japonais et en anglais. Nous étions en pré-production pour le documentaire, donc c'est ça qui compte en fait. Mais c'est vrai que quand j'ai appris sa mort, avec Mika Kawase, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement c'était quand même... le but c'était de nous revoir. Et j'ai dit nous revoir parce que je l'avais rencontré très brièvement en 1985 lors d'une émission en France qui s'appelle Les Dossiers de l'écran. Dont il y a un extrait d'ailleurs extraordinaire dans le film. Voilà, dont il y a un extrait. Et en fait, j'étais dans les coulisses avec mon frère et ma sœur. Mon père nous avait embarqués et en fait, nous avions rencontré M. Taniguchi, Taniguchi-san. Oui, il n'est pas loin. Alors c'est un film à la fois sur l'histoire, sur l'explosion à Nagasaki. C'est un film sur Taniguchi. Il y a des images d'archives, il y a des témoignages de personnes qui l'ont connu. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, un film sur votre père. Enfin, pas d'une certaine manière, c'est un film sur votre père. Vous retrouvez d'une certaine manière votre père avec ce film, en allant sur ses traces. Et là, il y a une histoire fabuleuse qui est celle de ces cassettes que vous retrouvez tout à fait par hasard. Enfin, par hasard, ou en tout cas en ignorant qu'elles existaient. Oui. En fait, quand Mika Kawase est venue, quand nous avons commencé à tourner dans le bureau de mon père, je me rappelle lors de ce première interview, je me disais que c'était une occasion incroyable de comprendre mieux le travail de mon père, de me rapprocher de lui, de le retrouver en quelque sorte. Et par cette expérience personnelle, d'aller sur ses traces. Et puis voilà, et puis ce documentaire, nous l'avons construit, en fait, avec Mika. Nous l'avons écrit ensemble, après plusieurs mails, conversations. C'était des conversations, évidemment,
pas toujours très facile parce qu'il y a toujours la langue. Comme je ne parle pas le japonais, c'était pas toujours très facile, mais nous avions l'impression d'être vraiment complètement sur la même longueur d'onde, d'avoir, moi en tout cas, l'envie de comprendre pourquoi mon père a écrit ce livre dont nous n'avions jamais parlé, c'est l'horreur atomique, qu'est-ce que c'est finalement? Donc, et je pense que d'une certaine manière, si Taniguchi-san n'avait pas disparu quelque part, je n'aurais pas eu cette curiosité d'aller dans le bureau de mon père et de chercher des lettres, des livres, de la correspondance et trouver ces fameuses cassettes. Je n'aurais probablement pas trouvé ces cassettes, qui sait? Parce qu'à sa mort, le scénario, en fait, l'histoire que nous voulions raconter a pris une autre tournure. Et instinctivement, j'ai eu envie de chercher quelque chose. Et je suis tombée sur ces cassettes. Et nous avons vraiment construit, en fait, le documentaire autour de ces cassettes. Et puis, dans ces cassettes, alors, il y a des entretiens, enfin des conversations avec Taniguchi, mais il y a aussi des moments où il s'enregistre lui-même, passant à tel endroit, il décrit ce qu'il voit. Et on vous voit dans le film refaisant le même trajet et essayant de retrouver dans le Nagasaki d'aujourd'hui ce que votre père a pu voir. Et cette voix, qui est là par intermittence, elle berce le film parce qu'elle est très douce. Et puis alors, il y a un moment où je crois que c'est son traducteur à l'époque qui dit que, parce que je crois que vous dites dans une cassette, il n'y a que des bruits d'oiseaux, de la nature, etc. Et son traducteur confirme, dit oui. Et c'est un moment où vous êtes extraordinairement ému, où vous êtes presque au bord des larmes. Pourquoi? Parce que j'ai tout d'un coup l'impression que mon père est devant moi, parce que c'est un sujet qui le préoccupait tellement, la nature. Je pense qu'il était assez précurseur sur le plan écologique, en fait. Comme le sont d'ailleurs beaucoup d'Anglais qui sont souvent élevés à la campagne, très proches de la nature, des animaux. Et c'était le cas de mon père. Je veux dire, je suis sûre que son père l'envoyait avec ses frères. Il était d'une famille de 7 enfants. Et je pense que mon grand-père, probablement, leur donnait des tâches de désherbage. Enfin, voilà. Enfin, il y a une sensibilité par rapport à la nature qui est très forte. Et c'est sûr qu'en fait, on en parlait beaucoup. J'ai grandi moi-même à la campagne. Et donc, en fait, quand Noboru a parlé de ces enregistrements d'oiseaux, d'animaux, j'ai dit, oh là là, ça y est, il est là, il est là. Son âme, et tout d'un coup, s'est matérialisée devant moi. Et l'émotion était forte à ce moment-là. Est-ce que, je crois que c'était lorsque vous avez fait ce voyage à Nagasaki, sur les traces de votre père et de Taniguchi, je crois que c'était la première fois que vous alliez au Japon. Oui. Je vais poser une question un peu étrange, qu'est-ce que le Japon vous a appris de vous-même? À quel point nous, occidentaux, sommes des sauvages. Enfin bon, de moi-même, oh, j'espère que j'ai pas... Écoutez, je me suis complètement retrouvée. En fait, je sais que j'ai une certaine douceur et j'ai du mal un peu à l'accepter parce que en fait, j'ai compris au Japon qu'on pouvait, avec une certaine douceur, avec un respect de l'humain qui m'a touchée à un point, avec une dignité dans la joie comme dans le malheur. On peut être entendu, on peut être humain et c'est quelque chose qui
m'a profondément touchée et je me suis sentie comprise, en fait. Et je ne sais pas ce que ça a véritablement révélé de moi-même, mais je me suis sentie bercée par quelque chose de presque à un niveau spirituel. Et je ne pensais pas que c'était possible. Et j'ai aussi compris mon père tout d'un coup, et compris ses affinités avec l'Asie, et ayant été lui-même né en Birmanie. Je pense que ça a révélé quelque chose de... En fait, j'ai été apaisée dans ma vie, et ça m'a donné comme un chemin, ça a tracé un chemin pour moi. Alors, révéler quelque chose de moi-même, je ne sais pas, peut-être que ça m'a révélé en fait l'idée que c'était tout à fait possible d'être qui je suis et d'être respectée pour qui je suis et d'être entendue et voilà, peut-être que... Et puis que cette douceur n'est peut-être pas une chose abominable? Pas si abominable que ça, finalement. Une toute dernière question, peut-être, Isabelle Townsend. Le film est produit par une société de production japonaise, True Art Film, qui a été créée, je crois, par Mika Kawase. Oui, Art True Film, oui. Art True Film, voilà, pas True Art, Art True Film. Et je crois que le film a déjà été présenté. Le film qu'on verra ici à la Maison de la Culture du Japon à Paris a déjà été présenté au Japon. Oui. Au Japon, évidemment, l'histoire de Taniguchi est connue, d'une part parce qu'il a cofondé une association qui a reçu une association pour la paix en 1956, et qui a reçu le prix Nobel de la paix, cette association en 2024, je crois. Oui. Et puis bon, son histoire est évidemment connue pour elle-même au Japon, parce qu'il y a aussi, ça c'est quelque chose qu'on peut apprécier dans la culture japonaise, ce côté mémoriel, presque rituel. Il y a cette cérémonie qui a été filmée avec les bateaux qui sont à l'effigie. Voilà. Donc la mémoire, elle se transmet. C'est pas seulement qu'elle se perpétue, elle se transmet comme ça de génération en génération. Donc son histoire est connue au Japon. Comment le film a été reçu au Japon? Mais en fait, c'est leur bombe. Donc ça a été reçu avec une grande sensibilité. Maintenant, le Japon n'a pas signé le TIAN, qui est le traité d'interdiction des armes nucléaires, que, évidemment, j'espère fort mais c'est peut-être un peu utopique comme souhait, mais que beaucoup d'États signent. Mais il y a donc ce mouvement pour la paix extraordinaire qui a été créé donc depuis plusieurs années, depuis donc 1945, dont évidemment Sumiteru Taniguchi fait partie, et un nombre, parce qu'il y a beaucoup d'ibakusha, il y a quand même beaucoup de survivants. Donc en fait, le film a été reçu, je crois, avec beaucoup de curiosité, beaucoup de sensibilité. Je crois que c'est peut-être nouveau pour la nouvelle génération, et c'est bien la raison pour laquelle je crois que c'est important d'éveiller les consciences. Et d'ailleurs, ce film représente pour moi, enfin ce projet en tout cas représente pour moi, c'est un devoir de mémoire, c'est mon devoir de mémoire, c'est ma transmission, pour les jeunes générations surtout. Et j'ai vraiment l'impression qu'au Japon, ils ont compris ça. C'est que ce film, il a véritablement il a cette utilité. C'est qu'il est montré à des universités, pas mal de centres culturels, dans différents lieux, enfin, pas qu'au cinéma. Il est d'ailleurs sorti au cinéma en 2022, donc distribué par Long Ride à Tokyo. Et ce qui est étonnant, c'est que en fait, sa sortie a duré 3 mois, ce qui est extraordinaire pour un documentaire. Donc il y a eu une très belle réception au Japon, et avec une belle sensibilité pour la paix.
notamment par les jeunes. Donc c'est important de continuer ce chemin. Je ne veux pas dire combat, mais parce que quelque part c'est un combat, cet éveil des consciences. Et c'est une responsabilité qui m'incombe maintenant d'éveiller les consciences, et notamment celles des jeunes. Merci Isabelle. Donc, je rappelle que ce film, qui porte le même titre que le livre de votre père, Le Facteur de Nagasaki, sera présenté à la Maison de la Culture du Japon à Paris le mardi 7 octobre à 19h. À 19h, voilà. Et puis, 19h. En continuité, dans le cadre de cet événement, Ce souvenir de Nagasaki, dont c'est le 80e anniversaire, un spectacle de nos contemporains Oui. qui a repris ce même titre, Oui. Le Facteur de Nagasaki, et donc les 10 et 11 octobre. Oui. Et là, c'est une création pour la Maison de la Culture du Japon, un spectacle conçu spécialement pour cet événement. Et on va retrouver les figures de Taniguchi et de votre père Peter Townsend dans une forme de théâtre masqué. Tout à fait. Et je crois que l'ère de la Maison de la Culture du Japon sera chargée, très chargée des âmes de Sumiteru Taniguchi et de Peter ce soir-là. Enfin, ces 3 soirs, donc le 9, 10 et 11 octobre. Enfin, 11, ce sera à 15h dans l'après-midi. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.